Francosphère. Dominique Rodrer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Francosphère qui tourne autour d'un ring de boxe. Mais ne jette pas l'éponge au moment de pousser la porte des ministères. Nous recevons Jean-Marc Mormec, ancien champion du monde des lourds légers, actuel délégué interministériel à l'égalité des chances pour les Français d'outre-mer. La chance, Mormec estime qu'elle lui est définitivement passée sous le nez à l'âge de 6 ans, quand il a été exfiltré de la Guadeloupe par sa propre famille. Il ne s'en est jamais remis. Le goût de l'enfance qu'Anne Bonneau a recueilli auprès de Véronique a le goût de la glace et le décor du théâtre que la Mauricienne fréquentait dès ses 4-5 ans. C'est également au théâtre que va nous emmener Patrice et Lydie Kozak pour la pièce de la réunionnaise Lolita Monga, Notre-Dame d'Haïti, un titre qui devrait parler aux très croyants et très chrétiens Jean-Marc Mormec, également en pays de connaissance dans le Speak French de Jean-Marie Chazot, consacré au vocabulaire de la boxe. Francophonie ? Qu'est-ce que ça dit? Francophone? Qu'est-ce que ça donne? Bonjour Jean-Marc Mormec. Bonjour. Que reste-t-il de la créolophonie chez un gamin qui a quitté la Guadeloupe à l'âge de 6 ans? Il reste encore beaucoup de choses, puisque mon père, mes parents parlent aussi créole. On parlait créole chez vous, en banlieue parisienne? Oui, on parlait créole. Nous, on répondait en français, parce qu'on n'avait pas le droit de parler le créole, mais il reste quand même pas mal de choses. C'est-à-dire que vous vous exprimez couramment quand vous êtes en Guadeloupe en créole, vous n'avez aucune difficulté? Non, j'ai pas de difficulté, non. Alors, vous parlez de la banlieue, justement, où vous êtes arrivé, donc à l'âge de 6 ans. Il y a un Français de banlieue qui est un peu particulier, qui est à la fois très inventif, très créatif, très riche, mais aussi marqué socialement. Est-ce que le délégué interministériel souhaiterait finalement que les jeunes banlieusards changent un peu de registre de langue pour être plus passe-partout? Je pense qu'à un moment donné, il faut faire attention, parce que quand on prend les mauvaises habitudes... on a tendance après à se laisser aller et à faire aussi beaucoup de fautes de français. C'est comme un peu les SMS, on écrit tout n'importe comment et après on ne sait plus comment s'écrivent les mots. Maintenant que vous êtes haut fonctionnaire, est-ce que vous devez parler une espèce de langue abstraite qui n'est pas celle avec laquelle vous avez grandi, par exemple? Non, on doit parler correctement, mais ça ne m'empêche pas d'aller en banlieue et puis pouvoir échanger et puis de temps en temps avec quelques mots de verlan, ça fait du bien. C'est aussi c'est s'adapter. Dans votre livre d'entretien avec Éric Coutard aux éditions Amphora, vous vous plaignez de la mauvaise image du boxeur jugé peu intelligent parce qu'il prend des coups sur la tête. Est-ce que ça passe par la façon dont les boxeurs s'expriment, cette image-là? Je pense que c'est un tout. C'est la façon qu'on s'exprime, c'est aussi les déboires qu'il y a en dehors du ring. En l'occurrence, quand on parlait de Tyson, un peu ce qu'il faisait en dehors, donc c'est tout ça qui fait l'image des boxeurs. Et puis avant, ces boxeurs, c'était beaucoup Tyson, de dockers. C'est-à-dire la mauvaise vie des boxeurs. La mauvaise vie. Avant, c'était aussi des dockers, des gens de banlieue, comme on voit Rocky. C'était ça un peu les boxeurs. Si vous vous demandez encore qui vous parle, si quand vous entendez le mot boxe, vous pensez plus à un compartiment cloisonné qu'au noble art, bref, si vous voulez en savoir plus sur Jean-Marc Mormec, Corinne Alexia Dabo va tenter de vous éclairer à sa façon dans son portrait coupé-décalé. Qui ne connaît pas Jean-Marc Mormec? Ah bon? Vous ne le connaissez pas? Eh bien, Mormec est un peu comme Souchon. J'ai 10 ans. Sauf que Mormec n'a pas 10 ans comme Souchon dans sa chanson. Jean-Marc a 6 ans et il vient de quitter la Guadeloupe. Sa propre mère l'a chassé du paradis et lui n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Mais il se dissout dans la grisaille parisienne. Plus personne ne s'aperçoit qu'il existe. Il ne lui reste qu'une solution. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Pour devenir célèbre, Mormec choisit la boxe. Il devient champion du monde, on lui cède un tabouret au gouvernement. Alors, a-t-il atteint son but? Non, car 40 ans après, Jean-Marc le Colosse s'aperçoit qu'il n'aura plus jamais 6 ans. Dans ce livre d'entretien, Jean-Marc Mormec, vous revenez sans arrêt sur cette faille qui s'est ouverte à vos 6 ans. Vous avez l'impression d'avoir été séparé de vous-même quand votre mère vous expédie de Guadeloupe pour rejoindre en région parisienne votre père. Oui, enfin, je reviens sur cette faille parce qu'on me pose la question et puis comme Éric Coutard a fait ce livre, me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé pour ramener, pour dire comment j'en suis arrivé là. Donc oui, je reviens là-dessus puisque je pense que ça a été une blessure pour moi, forcément.
c'est une séparation, une déchirure, parce qu'on ne comprend pas trop, on a 6 ans, on nous impose quelque chose où l'inconnu, et l'inconnu fait peur. Donc forcément, j'arrive quelque part où il fait gris, il fait pas beau, je connais pas, on maîtrise rien. Et on ne vous avait rien dit, hein. Comme boxeur, vous insistez sur la valeur de l'entraînement. Là, vous n'étiez pas du tout préparé à ce qui vous arrivait. On vous avait pas dit que c'était un départ définitif. Voilà, c'était les vacances, et puis j'allais revenir pour pouvoir raconter. Mais en fin de compte, j'y suis resté, et puis c'est comme ça. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que vous partiez de Guadeloupe? Vous avez eu des explications depuis? Non, enfin, pourquoi il a fallu partir? Parce que je connaissais pas mon père. C'était l'occasion d'aller à la rencontre de mon père, de le connaître et d'échanger avec lui, de voir qui c'est. Et puis, en fin de compte, j'y suis resté pour quelle raison, je sais pas. Mais bon, après, ça s'est fait comme ça. Enfant, est-ce que vous nourrissiez des sentiments de vengeance par rapport à ce qui vous est arrivé? Bien sûr, parce que je pensais que c'était une punition. Le fait que vous allez dans une famille où vous connaissez personne de cette famille, vous devez vous intégrer, mais avec quelle intégration, parce que tout le monde travaille. Enfin, c'était une vie vachement parisienne, quoi, que je connaissais pas. Et c'était compliqué et on comprenait pas trop. Métro, boulot, dodo, mais pas de câlin, hein, c'est ça qui vous manque le plus? Personne ne se connaît, on se parle presque pas. Je suis un enfant, donc je comprenais pas trop ce que je faisais là, parce que pour moi j'étais un étranger parmi cette famille. Et quand vous grandissez comme ça. Donc il y a un côté nounours inassouvi chez le poids lourd Mormec, qui n'a pas eu son compte de caresses, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est nounours inassouvi, mais c'est... voilà, je raconte cette histoire et je dis pourquoi peut-être que des fois certains trouvent que j'ai un caractère un peu trop trempé ou trop dur, ou je suis trop dans les décisions que je prends, trop radicales. Donc j'explique un peu comment j'ai grandi et ce qui a fait peut-être que je suis aujourd'hui comme je suis. Est-ce qu'on peut dire que sans cet arrachement à la Guadeloupe, vous ne seriez jamais devenu champion du monde de boxe? Personne ne le sait, mais j'aurais peut-être, pourquoi pas, je serais peut-être devenu champion du monde de boxe. Il y a des gens, ils ont réussi où on doit réussir. Je veux dire, c'est le destin, c'est pour Vous auriez été plus heureux sans vos titres, mais toujours en Guadeloupe? Après, je pourrais pas dire, parce qu'aujourd'hui, je suis très heureux comme je suis. Je gagne comme un homme, je perds comme un homme, je cogne comme un homme, j'encaisse comme un homme, je tombe comme un homme, me lève comme un homme, me relève comme un homme, jusqu'à ce que je crève comme un homme. C'est pas la mort, mec, à la Jean-Marc mort, mec, les poings levés, la tête haute jusqu'à la mort, mec, on vient d'en bas, on a la rage et le courage, on est fiers, on est fort, je dirais même le gamin. C'est pas la mort, mec, à la Jean-Marc mort, mec, les poings levés, la tête haute jusqu'à la mort, mec, on vient d'en bas, on a la rage et le courage, on est fort, on est fiers, je dirais même on est barge. Le rappeur guadeloupéen Kerry James et son titre Mormec, il vous en avait parlé avant de l'interpréter? D'ailleurs, c'est moi qui ai pensé à lui. Il y avait c'est une commande de votre part? Il y avait un documentaire qui a été fait sur moi et on m'a dit il fallait une musique derrière. Donc j'ai dit j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien dans son élocution ce qu'il raconte dans ses chansons. Donc j'ai dit pourquoi pas Kerry James. Et là il a pas pris beaucoup de temps, il a décrit comment il me percevait et je trouve ça comme un guerrier. Comme un homme, c'est important ce culte de la virilité chez les boxeurs? Je pense que chez tout homme, c'est important qu'on voit comme un homme, comme vous voulez être. On est des hommes, donc la boxe c'est un peu particulier. On dit qu'on est un peu les gladiateurs des temps modernes, donc ça fait peut-être un peu plus viril, parce que le fait des coups et de cette violence, mais il me voit comme ça, tant mieux. Qu'est-ce que vous pensez de la boxe féminine, Jean-Marc Mormec? Au début, j'étais pas pour, et aujourd'hui, oui. Je pense qu'elles se défendent bien, c'est beau à voir. En tout cas, je pense qu'elles sont même beaucoup plus violentes que les hommes. Donc, non, ça va, c'est bien. Dans ce livre d'entretien avec Éric Coutard, il parle de vous comme un homme à la voix douce, on peut l'entendre d'ailleurs. Et puis, j'ai lu quand même, à propos de vos adversaires, j'ai relevé ces phrases. « Je veux le massacrer, je veux lui casser la tête. Quand je le détruisais, c'était encore mieux. » Il faut avoir la haine quand on monte sur un ring? On dirait pas la haine. Alors, pour les adversaires, c'est pas tous les adversaires, c'est en particulier. Alors, j'ai dû parler d'O'Neil Bell ou j'ai dû parler de Wayne Breastplate. C'est des gens, c'est peut-être ces deux boxeurs ou éventuellement le deuxième combat contre Virgil Hill, où ils m'ont agacé, où ils ont fait des choses qui me plaisaient pas. Et puis, on n'était plus dans le sport, quoi. On était dans une sorte de concurrence et de choses un peu qui me plaisaient pas. Donc oui, j'ai dû employer ces mots-là pour ces personnes.
On a entendu Kerry James écouter du rap à fond dans ses oreillettes en montant sur le ring. C'est une bonne mise en condition? Oui, enfin, après on n'entend pas, après ça serait, la musique on l'entend pas, on est plus conditionné sur ce qu'on va faire, sur tout l'entraînement qu'on a fait, sur la concentration aussi de l'adversaire qu'on va monter, quelle stratégie qu'on va pouvoir mettre en place. Donc la musique, ça occupe l'espace. Et dans le portrait de Corinne Alexia Dabo, on a entendu à la fois Alain Souchon, Charles Aznavour, vous en parlez dans le livre, vous dites qu'Aznavour est le plus grand, alors c'est sûrement pas sa taille qui vous fait dire ça, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est ce petit bonhomme où personne n'y croyait trop. Il était avec Édith Piaf, avec Marcel Cerdan. Et aujourd'hui, il a chanté avec tous les grands chanteurs américains. On sait qui c'est aux États-Unis. C'est une grande carrière, c'est formidable. Et c'est Aznavour. Donc, ce petit homme est devenu très très grand. Et quand les stars viennent vous voir au bord du ring, quand il y a des Souchons justement dans la salle ou d'autres, ou quand il y a Belmondo, ça vous touche? Oui, ils aiment la boxe, donc ce que vous faites, ça leur plaît. Donc, mais s'ils viennent vous voir, donc c'est toujours gratifiant. Francosphère, Dominique Rodrey. Nous sommes en compagnie de Jean-Marc Mormec, délégué interministériel aux Français d'Outre-mer et ancien champion du monde de boxe. Nous allons revenir avec lui sur son livre d'entretien avec Éric Coutard chez Amphora, mais après un crochet, si je puis dire, par l'île Maurice. Pour mieux rentrer dans le goût de l'enfance de Véronique, Anne Bonneau commence par nous planter le décor dans son documentaire sonore. Le goût du théâtre. Le théâtre du Plaza n'est pas loin de Beaubassin. J'allais au théâtre et là où j'ai vu l'auberge du Cheval Blanc, les ballets Casse-Noisette. Je me souviens des tutus, le ballet. Tu vois, moi je suis chanteuse lyrique et j'ai découvert le chant lyrique à travers la musique et à travers la danse. Tu vois les couleurs, les costumes et après tu attends l'entracte là pour pouvoir sortir et aller manger ta glace. Je crois que je suis allée au théâtre à partir de 4 ans. Donc je me souviens vaguement peut-être à 4 ans, 5 ans, mais ma mère me dit toujours qu'elle m'emmenait manger mon estoum ou ma glace au théâtre. Donc c'est déjà la saveur d'époque. Le petit marchand ambulant avec sa bicyclette et une grosse boîte devant. Et tu as le Vona Corona, la glace de Vona Corona, un moment incontournable de chez nous, de l'île Maurice. Anciennement, il y avait toujours une glace, Vona Corona. C'est une glace tout parfum. Tu as amande, chocolat, vanille, fraise. Et ensuite, de suite, te demande, vous voulez confiture et coco? Et vous dites oui. Alors, vous mettez sur la glace, alors ça vient dans un cornet. Maintenant, c'est un petit peu plus sophistiqué. Vous pouvez l'avoir dans un petit cup, donc une petite tasse en plastique. On dirait c'est un petit conteneur en plastique. Donc, ils te mettent ça, la glace, et puis tu as ta confiture, ton coulis de confiture et un petit peu de coco rose. C'est un délice. À ne pas oublier. Moi, c'est vrai que je suis un peu comme une athlète. J'ai un régime assez spécial. Je ne prends pas trop de sucre avant de chanter. Le régime, Jean-Marc Mormec, c'est une des souffrances du sportif et du boxeur en particulier qui doit toujours faire attention à son poids. C'était une vraie obsession du temps de votre carrière? Oui, enfin on savait qu'il fallait le faire, mais je pense que les moments les plus durs pour moi, au niveau du poids, c'était quand j'étais amateur. Et après en professionnel, ça se passait bien, on avait une habitude, donc il fallait faire attention toute l'année. Vous aviez une diététique à suivre vraiment tout le temps? Oui, puis il faut faire attention quand vous êtes sportif de haut niveau. Donc je pense que ça fait partie du truc, vous le savez. Donc, parce qu'après c'est un sacrifice, pour moi, pas trop, ça fait partie du jeu. Chez les politiques, puisque vous en êtes un aujourd'hui, est-ce que vous regardez différemment ceux qui semblent faire attention à leur ligne, comme Édouard Philippe ou Emmanuel Macron, et ceux qui ont plus de mal, comme François Hollande ou Nicolas Sarkozy? Non, après, moi je vois pas ça, mais bon, après ceux qui s'entretiennent et qui font du sport, et peu importe que ce soit de la course ou autre,
Ben, je trouve ça bien, c'est tant mieux. Nicolas Sarkozy courait parce qu'il en avait besoin. Je pense que c'est un besoin. On a besoin de se libérer, on a besoin de choses comme ça pour toute cette adrénaline qu'il doit y avoir. Donc tant mieux, faisons du sport, au contraire. Vous avez parlé de boxe avec Édouard Philippe qui pratique la boxe en amateur? Non, je ne l'ai pas encore rencontré. On devait se voir aujourd'hui et malheureusement son calendrier était trop chargé, on n'a pas pu se voir. Donc une prochaine fois qu'on se verra, je lui en parlerai. Votre goût de l'enfance, il faut aller le chercher chez votre grand-mère en Guadeloupe? Ce qui vous a marqué sur le plan culinaire? Forcément, grand-mère, c'était... ces grand-mères, elles font toujours des choses succulentes. Enfin, manger de grand-mère... Quoi, par exemple? Moi j'adore le colombo, donc c'est un colombo, mais c'est aussi des desserts, des choses comme ça où vous vous régalez tout le temps, parce que c'est grand-mère, donc... Alors vous, aujourd'hui, si j'en crois votre livre, vous n'êtes pas très dessert. Aujourd'hui, vous cuisinez beaucoup de viande en sauce? Oui, moi je préfère les viandes, les viandes en sauce, parce que c'est bon. On dit que le chocolat aide à se sentir de bonne humeur. Vous qui refusiez alcool et drogue, vous n'en faisiez pas usage du chocolat quand vous étiez boxeur? Non, mais c'est pas trop mon truc. Bon, alors maintenant, s'il y en a, je vais en prendre quelques-uns, mais je sais pas, voilà, j'en raffole pas plus que ça. Je suis pas très sucre, mais je vais grignoter, mais je suis pas un gourmand. Et à propos de drogue, il y a beaucoup de boxeurs chargés, entre guillemets, Jean-Marc Mormec. Je sais pas, il faudra leur demander. En tout cas, après, c'est par rapport à ce qu'on peut dire. En tout cas, je sais pas. Parce que, évidemment, quand on se livre à ce sport qui est quand même très violent, on imagine que des adjuvants, ça peut aider. Alors vous dites, je ne sais pas, mais est-ce que vous ne pratiquez pas là, justement, le politiquement correct? J'imagine qu'on en entend beaucoup parler. Ni politiquement correct, ni langue de bois. Je pense que dans tous les sports, il y a une difficulté. Donc après, c'est une question de mentalité. Si on estime que pour faire du sport et avoir des performances, on a besoin de quelque chose, ça regarde que ceux qui les utilisent. Moi, ce n'était pas mon cas. À chaque fois, j'ai fait des contrôles antidopage. Pour l'instant, il n'y a rien eu. Maintenant, il n'y en aura plus puisque je ne suis plus dans le sport. Mais non, je pense qu'on doit être intègre, que ce soit pour soi ou pour les autres. La joue sur le tapis, j'aperçois les chaussettes de l'arbitre là-haut. 4, 5, 6, 7, boxe. Enfant, je m'endormais sur des chaos de rêve, et c'est moi qu'on soutient, et c'est moi qu'on soulève. Et voici les vestiaires, on débande mes mains, dites marin, viens me voir, ça ira mieux demain. Ô déesse de pierre, je prendrai ma revanche, et j'aurai ton sourire boxe. Comme une maison blanche. Oui, j'aurai ton sourire, point final de mes points, même si dans les coins, boxe, boxe, j'y vois encore luire 4 boules de cuir, 4 boules de cuir. Boxe, 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 boxe. 4 boules de cuir, Claude Nougaro, Jean-Marc Mormec. Quand on est un compétiteur, quand on est un boxeur professionnel, on a l'impression que sa vie s'arrête quand on est envoyé au tapis. Elle s'arrête pas. En tout cas, on est déjà déçu forcément que vous allez au tapis. Donc c'est quelque part comme un peu une soumission. Vous êtes mis au tapis, donc après si on arrive à se relever et on peut toujours renverser, le combat peut se renverser, tant mieux. Et quand vous perdez, une défaite, on est toujours déçu. Sur le ring, au moment du combat, on a le temps d'observer, de jauger l'adversaire, où il faut y aller à l'instinct, frapper sans se poser de questions. Moi, j'y allais toujours à l'instinct. Je pense que c'était ma force, pouvoir aussi m'adapter. Alors, on travaillait toute une technique, toute une stratégie, mais c'était m'adapter à mon adversaire. On ne pouvait pas forcément l'appliquer une fois sur le ring, j'imagine. Après, l'adversaire qu'on rencontre, c'est pas celui qui s'entraîne avec vous. Donc forcément, mais voilà, c'est de s'adapter à l'adversaire, à la stratégie qui a été mise
en place, il y a la technique de l'autre et essayer de le faire abdiquer. Justement, pour ceux qui se sont entraînés avec vous, vous parlez des sparring partners et vous dites que souvent ils essayaient de vous faire mal. Souvent, il y avait quelque chose à prouver de leur part face aux champions du monde. Vous êtes champion du monde, donc on a envie de se tester. Ils ont envie de se dire, est-ce que moi je suis à la hauteur? Est-ce que je pourrais le descendre? Est-ce que je pourrais lui faire mal? Est-ce que je pourrais même le dominer? Est-ce que moi aussi je pourrais être champion du monde, en sachant que peut-être par rapport au classement, ils pourront pas arriver jusqu'à vous. Donc c'est le moyen d'en découdre et de savoir. Donc, vous avez eu souvent mal pendant les combats? On a toujours mal, vous savez, un coup ça fait forcément mal. De la pratique de la boxe, qu'est-ce qui vous est utile aujourd'hui dans le milieu politique? L'écoute, la patience, entendre et agir. Manuel Valls, qui a été le Premier ministre, qui a fait appel à vous, il vous a expliqué pourquoi il vous avait choisi? Par rapport à ce que j'avais, un comportement, l'aptitude, ce que je faisais en dehors du sport. Et que la ministre des Sports aujourd'hui soit une Guadeloupéenne comme vous, une ancienne championne comme vous, est-ce que ça fait que vous travaillez de très près avec Laura Flessel? Non, en tout cas je lui ai envoyé un message pour la féliciter d'être ministre des Sports. On s'est vu une ou deux fois, mais non, pour l'instant on n'a jamais eu l'occasion de travailler ensemble. Mais peut-être que ça sera. Vous la verriez, vous verriez plutôt la remplacer un jour à ce poste de ministre des Sports? Elle y est, pourquoi pas forcément la remplacer? Je pense qu'il y a tant de postes à faire. Non, mais le jour venu, est-ce que ça pourrait vous intéresser, le ministère des Sports? Après, il faut voir si on me le propose. Mais pour l'instant, c'est pas ce que j'ai. Je suis délégué interministériel. C'est peut-être continuer sur ma mission parce qu'il y a tant à faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Le bonus-faire culturel de Francosphère. Ce n'est pas le problème de Jean-Marc Mormec de savoir ce qu'il a à faire, mais pour ceux qui ne savent pas quoi faire, Patrice et Lydie Kozak répètent « allez au théâtre » ou en tout cas faites comme si vous y étiez allé en l'entendant raconter ce qui se passe dans Notre-Dame d'Haïti par la réunionnaise Lolita Monga. Sur scène, le décor évoque ces ZAD, ces zones à défendre, et ce n'est évidemment pas un hasard. Sur scène encore, 4 personnages en quête de hauteur, en quête d'un idéal plus haut encore que leurs aspirations personnelles. 4 personnages prêts à en découdre avec le système, avec la société, bref, à faire la révolution. Qu'est-ce qui pousse certains d'entre nous à se révolter? Qu'est-ce qui entraîne les uns à agir et les autres à subir? Jusqu'où l'idéal d'un monde meilleur, jusqu'où l'utopie peuvent-ils nous mener? Lolita Monga, auteur et metteur en scène, non contente de convoquer le vent de la révolte haïtienne, de convier l'actualité brûlante liée à Notre-Dame-des-Landes, y intègre en plus l'histoire de la Réunion, le marronnage, avec ses acteurs généreux, investis, incarnant avec une belle énergie ses aspirants à la liberté, avec ses chants, ses masques, sa poésie, ses textes, ses percussions, sa musique, sa vidéo. Notre-Dame d'Haïti brasse toutes les ficelles qu'offre le théâtre. C'est une synthèse, un collage, un spectacle total et universel. Seule vraie critique à lui opposer, l'absence d'histoire formelle et de narration. C'est dommage. Vous allez parfois au théâtre, Jean-Marc Mormec? Ça m'est arrivé, mais c'est voir une comédie. Je crois que c'était une comédie musicale qui sortait des États-Unis. Je crois que c'était sur l'esclavage. J'étais avec un ami, c'était très bien. Il a été question d'idéalisme dans ce que vient de nous raconter Patrice et Lydie Kozak. Vous avez eu une période un peu révolutionnaire ou jamais? Qu'est-ce que c'est une période révolutionnaire? Où on a envie de monter sur les barricades et puis de changer le monde? Non, en tout cas pas avec violence. La violence, vous la réserviez à vos adversaires, c'est ça? Exactement. Alors, en revanche, la pièce dont on a parlé s'appelle Notre-Dame d'Haïti. Toujours dans ce livre d'entretien avec Éric Coutard, j'ai vu que vous étiez vous-même très croyant. Elle n'a jamais été ébranlée cette fois au moment des combats, quand ça se passait mal, justement? Non, parce quand vous regardez sur 43 combats, j'ai eu 6 défaites. Et si on regarde bien, j'en ai eu vraiment que 4. Donc non. Et vous faisiez vos prières pour la victoire avant de monter sur le ring? On devient un peu superstitieux, donc faites le signe de la croix. Et oui, mais c'est pas dérangeant. Alors il y a quand même un pape qui vous a joué un sale tour, si je puis dire, c'est Jean-Paul II. En mourant le jour de votre double titre de champion du monde, il a un peu éclipsé pour la presse cet exploit qui aurait pu être plus médiatisé. Mais là, Jean-Paul II, évidemment, et son décès sont passés les premiers. Ouais, malheureusement pour moi. C'est parce que vous croyez à la vie éternelle que vous n'avez pas peur de la mort? Parce que ça aussi, c'est quelque chose que vous répétez beaucoup dans ce livre. La vie éternelle, je ne sais pas si elle existe, mais la mort, on sait qu'on a conscience, qu'on prend conscience et on sait qu'on doit repartir un jour. Alors comment, on ne sait pas, mais on sait qu'on doit mourir. Donc pourquoi avoir peur de quelque chose qui est inéluctable? Mais vous aviez peur avant de combattre ou jamais? Non. Peur de mourir?
Non, peur des coups, peur de ce qui allait se passer. On a forcément une crainte de prendre des coups, mais aussi on va en donner, donc on va se défendre. Après qu'il y ait un accident, on ne le veut pas, mais ça n'empêche rien. Dernière séquence de l'émission, le Speak French de Jean-Marie Chazot, consacré au vocabulaire de la boxe. La boxe est anglaise dès l'origine et en France, le KO, le knockout, s'est vite imposé sur les rings à la fin du dernier round. Ce qui est drôle, c'est la francisation de l'uppercut que personne ne songe vraiment à prononcer uppercut, tant ce coup de poing qui remonte est passé dans le langage courant, accent français compris, comme les machines à coudre Singer. Le crochet tient la route, qu'il soit du droite ou du gauche, et le combat lexical se joue à égalité dans les catégories de poids. Le français à ma gauche, l'anglais à ma droite, coq contre bantam, sorte de poule naine très agressive, mouche face à fly, plume pour feather, et pour les plus légers, le français parle de poids paille, l'anglais d'atom weight. Reste aux francophones la savate qui désigne la boxe française, dont le vocabulaire se décline en assaut, à coups de fouetté, de chassé et autres revers. Vous connaissez le nom de votre catégorie en anglais, Jean-Marc Mormec ? Alors lourd léger, hein, vous étiez d'abord lourd léger, alors ça c'est light heavyweight, et puis quand vous étiez lourd c'était heavyweight. Et pourquoi est-ce que vous avez changé de catégorie d'ailleurs ? Non, parce que sur le coup, j'ai les frères Acarès qui m'ont demandé de changer de catégorie parce qu'à l'époque il y avait un autre boxeur qui s'appelait Bruno Gérard qui était dans la même catégorie que moi. Donc ça permettait qu'on soit dans une catégorie différente. Donc j'ai changé et puis après c'est pas plus mal. Vous avez combattu très tard, vous n'arriviez plus à raccrocher ? Non, c'est pas ça. Je pense que j'avais pas tout fait ce que j'avais à faire, tout fini en tout cas. Donc maintenant ça y est, c'est fini. Et ça vous manque pas ? Non, du tout. Qu'est-ce qui vous manque dans la vie ? Les défis, mais ce que je suis en train de faire. Merci beaucoup Jean-Marc Mormec, et pour faire plus ample connaissance avec vous, je vous renvoie au livre d'entretien que vous avez réalisé avec Éric Coutard. Il est publié chez Amphora. Merci aussi à Corinne Alexia Dabo, Anne Bonneau, Patrice Elidi-Kozak, Jean-Marie Chazot, Sandrine Weber et Nicolas Palcossian.